René Guénon, La Grande Triade, chapitre 15, Entre l'équerre et le compas. Un point qui donne lieu à un rapprochement particulièrement remarquable entre la tradition extrême-orientale et les traditions initiatiques occidentales, c'est celui qui concerne le symbolisme du compas et de l'équerre. Ceux-ci, comme nous l'avons déjà indiqué, correspondent manifestement au cercle et au carré. Petite note. Nous ferons remarquer que, en anglais, le même mot square désigne à la fois l'équerre et le carré. En chinois également, le mot fang a les deux significations. Fin de la note. Je reprends. Ceux-ci, comme nous l'avons déjà indiqué, correspondent manifestement au cercle et au carré, c'est-à-dire aux figures géométriques qui représentent respectivement le ciel et la terre. Petite note. La façon dont le compas et l'équerre sont disposés l'un par rapport à l'autre, dans les 3 degrés de la craft-maçonnerie, montre les influences célestes dominées d'abord par les influences terrestres, puis s'en dégageant graduellement et finissant par les dominer à leur tour. Fin de la note. Dans le symbolisme maçonnique, conformément à cette correspondance, le compas est normalement placé en haut et l'équerre en bas. Petite note. Lorsque cette position est inversée, le symbole prend une signification particulière qui doit être rapprochée de l'inversion du symbole alchimique du soufre pour représenter l'accomplissement du grand œuvre, ainsi que du symbolisme de la 12e lame du tarot. Fin de la note. Entre les deux est généralement figurée l'étoile flamboyante qui est un symbole de l'homme, et plus précisément de l'homme régénéré. Petite note. L'étoile flamboyante est une étoile à 5 branches, et 5 est le nombre du microcosme. Cette assimilation est d'ailleurs expressément indiquée dans le cas où la figure même de l'homme est représentée dans l'étoile. La tête, les bras et les jambes, s'identifiant à ces 5 branches, comme on le voit notamment dans le pentagramme d'Agrippa. D'autre part, suivant un ancien rituel, l'étoile flamboyante est le symbole du maçon, on pourrait dire plus généralement de l'initié, resplendissant de lumière au milieu des ténèbres du monde profane. Il y a là une allusion évidente à ces paroles de l'évangile de Saint Jean. Et lux in tenebris luce et tenebra em non comprehenderunt. Fin de la note. Nous disions que cette étoile flamboyante, qui est un symbole de l'homme, et plus précisément de l'homme régénéré, et qui complète ainsi la représentation de la Grande Triade. De plus, il est dit qu'un maître maçon se retrouve toujours entre l'équerre et le compas, c'est-à-dire au lieu même où s'inscrit l'étoile flamboyante, et qui est proprement l'invariable milieu. Petite note. Ce n'est donc pas sans raison que la loge des maîtres est appelée la chambre du milieu. Fin de la note. Le maître est donc assimilé par là à l'homme véritable, placé entre la terre et le ciel et exerçant la fonction de médiateur. Et ceci est d'autant plus exact que symboliquement et virtuellement, tout au moins, sinon effectivement, la maîtrise représente l'achèvement des petits mystères, dont l'état de l'homme véritable est le terme même. Petite note. En rapport avec la formule maçonnique que nous venons de citer, on peut remarquer que l'expression chinoise « sous le ciel » Tian Hia, que nous avons déjà mentionnée et qui désigne l'ensemble du cosmos, est susceptible de prendre, au point de vue proprement initiatique, un sens particulier, correspondant au temple du Saint-Esprit qui est partout, et où se réunissent les rose-croix, qui sont aussi les hommes véritables. Voir notre aperçu sur l'initiation. Nous rappellerons aussi à ce propos que le ciel couvre,
et que précisément les travaux maçonniques doivent s'effectuer à couvert. La loge étant d'ailleurs une image du cosmos. Se référer au roi du monde. Fin de la note. On voit que nous avons là un symbole rigoureusement équivalent à celui que nous avions rencontré précédemment, sous plusieurs formes différentes, dans la tradition extrême-orientale. À propos de ce que nous venons de dire du caractère de la maîtrise, nous ferons incidemment une remarque. Ce caractère, appartenant au dernier grade de la maçonnerie proprement dite, s'accorde bien avec le fait que, comme nous l'avons indiqué ailleurs, les initiations de métiers et celles qui en sont dérivées se rapportent proprement aux petits mystères. Il faut d'ailleurs ajouter que dans ce qu'on appelle les hauts grades, et qui est formé d'éléments de provenance assez diverses, il y a certaines références aux grands mystères, parmi lesquels il en est au moins une qui se rattache directement à l'ancienne maçonnerie opérative, ce qui indique que celle-ci ouvrait tout au moins certaines perspectives sur ce qui est au-delà du terme des petits mystères. Nous voulons parler de la distinction qui est faite dans la maçonnerie anglo-saxonne entre le square maçonnerie et l'arche maçonnerie. En effet, dans le passage « from square to arch », ou comme on disait d'une façon équivalente dans la maçonnerie française au XVIIIe siècle, du triangle au cercle. Petite note, le triangle ici tient ici la place du carré, étant comme lui une figure rectiligne, et cela ne change rien au symbolisme dont il s'agit. Nous disions, comme on disait d'une façon équivalente dans la maçonnerie française du XVIIIe siècle, du triangle au cercle. On retrouve l'opposition entre les figures carrées, ou plus généralement rectilignes, et les figures circulaires, en tant qu'elles correspondent respectivement à la terre et au ciel. Il ne peut donc s'agir là que d'un passage de l'état humain, représenté par la terre, aux états suprahumains, représentés par le ciel ou les cieux. Petite note. En toute rigueur, il ne s'agit pas ici des termes mêmes qui sont ainsi désignés dans la Grande Triade, mais de quelque chose qui y correspond à un certain niveau et qui est compris à l'intérieur de l'univers manifesté, comme dans le cas du Tribhuvana, mais avec cette différence que la Terre, en tant qu'elle représente l'état humain dans son intégralité, doit être regardée comme comprenant à la fois la Terre et l'atmosphère, ou région intermédiaire, du Tribhuvana. Fin de la note. Nous disions qu'il ne peut donc s'agir là que d'un passage de l'état humain, représenté par la Terre, aux états suprahumains, représentés par le ciel ou les cieux, c'est-à-dire d'un passage du domaine des petits mystères à celui des grands mystères. Petite note. La voûte céleste est la véritable voûte de perfection, à laquelle il est fait allusion dans certains grades de maçonnerie écossaise. Nous espérons d'ailleurs pouvoir développer dans une autre étude les considérations de symbolisme architectural qui se rapportent à cette question. Fin de la note. Pour revenir au rapprochement que nous signalions tout d'abord, nous devons encore dire que dans la tradition extrême-orientale, le compas et l'équerre ne sont pas seulement supposés implicitement comme servant à tracer le cercle et le carré, mais qu'ils y apparaissent eux-mêmes expressément dans certains cas, et notamment comme attribut de Fo-hi et de Niu-kua, ainsi que nous l'avons déjà signalé en une autre occasion. Mais nous n'avons pas tenu compte alors d'une particularité qui à première vue peut sembler une anomalie à cet égard, et qu'il nous reste à expliquer maintenant. En effet, le compas, symbole céleste, donc yang ou masculin, appartient proprement à Fo-hi, et l'équerre, symbole terrestre, donc yin ou féminin, à Niu-kua. Mais quand ils sont représentés ensemble et unis par leur queue de serpent, correspondant ainsi exactement aux deux serpents du caducée, c'est au contraire Fo-hi qui porte l'équerre et Niu-kua le compas. Petite note. Par contre, une telle interversion des attributs n'existe pas dans la figuration du rubis
hermétique, où le compas est tenu par la moitié masculine, associée au soleil, et l'équerre par la moitié féminine, associée à la lune. Au sujet des correspondances du soleil et de la lune, on pourra se reporter ici à ce que nous avons dit dans une note précédente à propos des nombres 10 et 12, et aussi, d'autre part, aux paroles de la table d'émeraude. Dans ce sens, où il est dit « Le soleil est son père, la lune est sa mère », qui se rapporte précisément au rebis ou à l'androgyne, celui-ci étant la chose unique en laquelle sont rassemblées les vertus du ciel et de la terre. Unique en effet en son essence, bien que double, res bina, quant à ses aspects extérieurs, comme la force cosmique dont nous avons parlé plus haut et que rappellent symboliquement les queues de serpent dans la représentation de Fohi et de Nyukwa. Fin de la note. Ceci s'explique en réalité par un échange comparable à celui dont il a été question plus haut en ce qui concerne les nombres célestes et terrestres. Échange que l'on peut en pareil cas qualifier très proprement de hiérogamique. Petite note, M. Granet reconnaît expressément cet échange pour le compas et l'équerre, aussi bien que pour les nombres impairs et pairs. Cela aurait dû lui éviter la fâcheuse erreur de qualifier le compas d'emblème féminin comme il le fait par ailleurs. Fin de la note. On ne voit pas comment, sans un tel échange, le compas pourrait appartenir à Nyukwa, d'autant plus que les actions qui lui sont attribuées la représentent comme exerçant surtout la fonction d'assurer la stabilité du monde. Petite note. Se référer à notre livre « Le règne de la quantité et les signes des temps ». Fin de la note. Nous disions qu'on ne voit pas comment, sans un tel échange, le compas pourrait appartenir à Nyukwa, d'autant plus que les actions qui lui sont attribuées la représentent comme exerçant surtout la fonction d'assurer la stabilité du monde. Fonction qui se rapporte bien au côté substantiel de la manifestation, et que la stabilité est exprimée dans le symbolisme géométrique par la forme cubique. Petite note. De l'interversion des attributs entre Fohi et Nyukwa, on peut rapprocher le fait que dans les 3e et 4e lames du tarot, un symbolisme céleste, les étoiles, est attribué à l'impératrice, et un symbolisme terrestre, une pierre cubique, à l'empereur. En outre, numériquement et par le rang de ces deux lames, l'impératrice se trouve être en correspondance avec 3, nombre impair, et l'empereur avec 4, nombre pair, ce qui reproduit encore la même interversion. Fin de la note. Par contre, en un certain sens, l'équerre appartient bien à Fohi en tant que seigneur de la terre, qu'elle lui sert à mesurer. Et sous cet aspect, il correspond dans le symbolisme maçonnique au vénérable maître qui gouverne par l'équerre. The worshipful master who rules by the square. Petite note. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette mesure de la Terre à propos de la disposition du Mingtang. D'autre part, l'empire organisé et régi par Fohi et ses successeurs était constitué de façon à être, comme la loge dans la maçonnerie, une image du cosmos dans son ensemble. Fin de la note. Mais s'il en est ainsi, c'est que en lui-même et non plus dans sa relation avec Nyukwa, il est yin-yang, comme étant réintégré dans l'état et la nature de l'homme primordial. Sous ce nouveau rapport, l'équerre elle-même prend une autre signification, car du fait qu'elle est formée de 2 branches rectangulaires, on peut alors la regarder comme la réunion de l'horizontale et de la verticale, qui, dans un de leurs sens, correspondent respectivement, ainsi que nous l'avons vu précédemment, à la terre et au ciel, aussi bien qu'au yin et au yang, dans toutes leurs applications. Et c'est d'ailleurs ainsi que dans le symbolisme maçonnique encore, l'équerre du vénérable est considérée en effet comme l'union, ou la synthèse du niveau et de la perpendiculaire. Petite note.
Le niveau et la perpendiculaire sont les attributs respectifs des deux surveillants, wardens, et sont mis par là en relation directe avec les deux termes du complémentarisme représentés par les deux colonnes du temple de Salomon. Il convient de remarquer encore que tandis que l'équerre de Phorie semble être à branche égale, celle du Vénérable doit au contraire régulièrement avoir des branches inégales. Cette différence peut correspondre d'une façon générale à celle des formes du carré et d'un rectangle plus ou moins allongé, mais en outre, l'inégalité des branches de l'équerre se réfère plus précisément à un secret de maçonnerie opérative concernant la formation du triangle rectangle dont les côtés sont respectivement proportionnels au nombre 3, 4 et 5, triangle dont nous retrouverons d'ailleurs le symbolisme dans la suite de cette étude. Fin de la note. Nous ajouterons une dernière remarque en ce qui concerne la figuration de Phorie et de Nyukwa. Le premier y est placé à gauche et la seconde à droite, ce qui correspond bien à la prééminence que la tradition extrême orientale attribue le plus habituellement à la gauche sur la droite, et dont nous avons donné l'explication plus haut. Petite note. Dans ce cas, il s'agit naturellement de la droite et de la gauche des personnages eux-mêmes, et non pas de celle du spectateur. D'autre part, dans la figure du Rebbi, la moitié masculine est au contraire à droite et la moitié féminine à gauche. Cette figure n'a d'ailleurs que deux mains, dont la droite tient le compas et la gauche l'équerre. Fin de la note. En même temps, Phorie tient l'équerre de la main gauche et Nyukwa tient le compas de la main droite. Ici, en raison de la signification respective du compas et de l'équerre eux-mêmes, il faut se souvenir de ces paroles que nous avons déjà rapportées. La voix du ciel préfère la droite. La voix de la terre préfère la gauche. Petite note. Se référer à Cheuli. Fin de la note. On voit donc très nettement dans un exemple comme celui-là que le symbolisme traditionnel est toujours parfaitement cohérent, mais aussi qu'il ne saurait se prêter à aucune systématisation plus ou moins étroite, puisqu'il doit répondre à une multitude de points de vue divers sous lesquels les choses peuvent être envisagées, et que c'est par là qu'il ouvre des possibilités de conception réellement illimitées.